nous allons commencer avec Claudine Monteil. Donc, Claudine, vous êtes la biographe éminente de Simone de Beauvoir, dont vous étiez l'amie. Vous êtes aussi une féministe de la première heure, car vous étiez la benjamine des signataires du manifeste des 343 pour l'avortement, il y a 50 ans. Et depuis, vous n'avez cessé de militer pour la cause des femmes. Vous êtes diplomate, diplomate honoraire du prestigieux ministère des Affaires étrangères et encore pour l'UNESCO. Aujourd'hui, vous êtes également vice-présidente de l'association Femmes Monde et vous êtes aussi la déléguée à la diplomatie féministe de la Clé, je tiens à le souligner. Donc, nous commençons ce panel sur les femmes de science avec vous, pure littéraire, mais vous me pardonnerez cette indiscrétion. Vous êtes la fille de deux grands scientifiques, le mathématicien Jean-Pierre Serre et la chimiste Josiane Helot-Serre, première femme directrice de l'École normale supérieure, rien de moins. Donc, ce n'est pas étonnant que, à côté des autres ouvrages et des autres biographies d'écrivaines et d'historiennes que vous faites, vous vous intéressiez aux sciences et aux femmes de sciences. Chère Claudine, c'est à vous. Vous avez maximum 10 minutes. Merci beaucoup Jocelyne, et puis merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. En fait, il s'agit de parler d'une famille, deux femmes, 3 prix Nobel, qui sont unis par une seule et même passion, la recherche scientifique. D'abord, la recherche scientifique. Mais Irène aura une deuxième passion, ce sont les droits des femmes, que Marie Curie va défendre, elle aussi, à sa manière, mais jamais en se présentant comme féministe. Marie Curie le fait simplement, agit comme une féministe, soutient les femmes scientifiques, mais c'est vraiment Irène qui va dépasser sa mère sur ce plan-là et qui va continuer aussi les recherches scientifiques. Alors, Marie Curie, vous le savez, elle est née en 1867, elle est née à Varsovie, en Pologne, elle rêve de faire des études scientifiques, elle va, au bout d'un certain nombre d'années, après avoir travaillé comme dame au père dans la campagne polonaise, elle va enfin arriver à Paris, parce que les universités, à l'époque en Pologne, sont fermées aux femmes, l'enseignement supérieur est fermé aux femmes. Elle vient donc à Paris, elle va être sur 776 étudiants, elle fera partie des 27 étudiantes femmes scientifiques. Elle va être très vite première en licence de physique, deuxième en licence de mathématiques, et elle va commencer à travailler, je le dis rapidement, dans le laboratoire du professeur Lippmann sur des propriétés magnétiques de différents aciers. Mais c'est la condition de travail est absolument spartiate, et c'est ainsi qu'un ami polonais va lui proposer de rencontrer un professeur de l'école municipale de physique et chimie industrielle. Vous avez deviné, il s'agit d'un certain Pierre Curie. Ils vont très vite, c'est le lien de la recherche qui les unit, ils se marient en 1895, et enfin, en 1896, Marie Curie, qui n'a jamais perdu un instant, est reçue première à l'agrégation de chimie, ne veut pas enseigner, mais poursuivre la recherche. Et c'est une époque, on est en 1895, c'est la fin du 19e siècle qui va connaître des bouleversements fondamentaux. D'abord, il y a la découverte des rayons X par William Röntgen, qui éveille un grand intérêt, mais surtout, en revanche, il y a les rayons de Becquerel qui n'ont pas fait naître un tel enthousiasme. Eh bien, très bien. Marie Curie décide de se concentrer sur l'étude de ces rayonnements. Elle commence ses travaux de thèse sur l'étude des rayonnements produits par l'uranium. Elle va découvrir, vous le savez, la radioactivité du thorium. Elle analyse d'autres méthodes, d'autres métaux, et elle va, au sujet de ses études, remporter ce qui est exceptionnel pour une femme en 1898, 1900, 1902, un des grands prix de l'Académie des sciences, le prix Wegner. C'est donc déjà quelque chose, elle est déjà une personnalité tout à fait hors du commun. En 1898, eh bien, elle veut travailler uniquement sur la radioactivité et isoler des roches radioactives les éléments qui sont à l'origine du rayonnement inconnu.
Et c'est ainsi que, en l'espace, l'année 1898, excusez-moi pour le bruit, l'année 1898 est une année historique. Elle va à la fois découvrir le polonium, que le polonium est 400 fois plus radioactif que l'uranium, et enfin, en décembre de la même année, elle annonce la découverte du radium, 900 fois plus rayonnant que l'uranium. Au même moment, donc c'est véritablement quand arrive l'exposition universelle de 1900 à Paris, où la célébration, c'est la fée électricité. Mais en réalité, il y a en même temps le Congrès international des physiciens à Paris. Et donc là, elle devient, avec Pierre Curie, ils deviennent les personnalités qui attirent le plus la curiosité. Et là-dessus, elle obtient enfin, elle réussit sa thèse de doctorat en 1903 sur les substances radioactives qui va la conduire à être lauréate avec Pierre Curie et avec Henri Becquerel en 1903, en décembre 1903, du prix Nobel de physique. Alors, ça paraît évident comme ça, un prix Nobel de physique, mais en réalité, c'est parce que Pierre Curie est intervenu auprès de son collègue suédois, car normalement les femmes étaient considérées comme des assistantes et sans plus, et on ne leur accordait pas de prix. Donc, il faut aussi rendre à César, c'est-à-dire à Pierre Curie, son honnêteté intellectuelle, son respect pour une femme scientifique. Bon, Pierre Curie, vous le savez, va décéder en 1906 dans un accident, il est renversé par une voiture de chevaux, et elle va devenir à la fois en 1906 première femme directrice d'un laboratoire universitaire et première femme professeure scientifique à la Sorbonne. Elle va continuer ses travaux d'isolement du radium, elle va faire d'autres découvertes, préparer la création de l'Institut du radium, je ne peux pas continuer longtemps là-dessus, mais entre-temps, elle a donné son accord pour enseigner à l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, ex-Sèvres, et dont ma mère a été la dernière directrice. Donc c'est pour ça que j'ai un peu baigné dans cette atmosphère, dans cette ambiance scientifique de l'École normale supérieure. Mais c'est pour vous dire qu'elle va s'occuper extrêmement sérieusement de ses élèves, elle va consacrer énormément de temps et elle ne va jamais lâcher son enseignement à l'École normale supérieure de jeunes filles, car c'est en réalité elle qui forme la première génération de femmes scientifiques de l'enseignement supérieur en France, et ce sera sa fille, Irène, qui va faire la deuxième génération. Donc vous voyez combien ce rayonnement, cette formation est tout à fait exceptionnel. Alors, elle va, en même temps, il y a la Première Guerre mondiale avec les petites Curie, les rayons X, les petites voitures de femmes très riches de Paris, dont elle installe une petite voiture radiologique, des instruments de radiologie. Elle sauve donc des vies humaines, puisqu'on peut enfin, grâce à ces radios, opérer convenablement. Et sa fille Irène, qui a 17 ans, entre également dans ce monde. Irène qui, depuis la mort de son père en 1906, Irène est passionnée de science et la communication, c'est plus qu'une communication entre mère et fille, c'est une véritable communion. Quand Irène écrit à sa mère, elle lui dit « Maman, dépêche-toi de m'envoyer un problème de physique et de mathématiques, ça me manque ». Donc vous voyez quand même qu'il y a véritablement une fusion entre les deux femmes. Et là-dessus, eh bien, malheureusement, en réalité, Marie Curie va décider quelque chose qui la rend à la fois célèbre et en même temps qui la handicape, c'est-à-dire qu'elle a décidé que toutes les recherches, elle l'a décidé en accord avec Pierre Curie, quand Pierre Curie était de ce monde, tous les deux ont décidé que leurs recherches devaient servir l'humanité et que donc il n'était pas question de déposer des brevets pendant qu'aux États-Unis, Thomas Edison gagnait des milliards en ayant déposé quelques brevets qui lui permettaient d'avoir des très beaux labos. C'est ainsi qu'elle devra aller aux États-Unis pour obtenir 1 gramme de radium dont elle a besoin en 1921, gramme de radium qui vaut 100 000 $ à l'époque, 1 million de francs or de l'époque. Donc vous voyez, et grâce à une Américaine, une rédactrice en chef féministe qui va faire une campagne, ce sont des Américaines qui vont payer 1 $ de toute l'Amérique pour ce gramme de radium. Elle se rendra là-bas avec ses filles, elle recevra le radium des mains du président des États-Unis. Donc tout cela pour vous dire que véritablement,
la vie avance. Entre-temps, je vais passer un peu rapidement, mais en 1911, Marie Curie a un deuxième prix Nobel, cette fois toute seule. C'est le prix Nobel de chimie qui tombe au moment où éclate le scandale de sa liaison avec un physicien, Paul Langevin. Et on ne parle que du scandale avec Paul Langevin, mais Marie Curie va se défendre, ses amis scientifiques également. Elle sera hébergée à l'École normale supérieure, elle sera protégée là. C'est pour vous dire que donc véritablement, elle continue, elle crée cet institut du radium qui va former également des préparateurs, des préparatrices. Son aura devient de plus en plus mondiale et elle va travailler jusqu'à son dernier jour en 1934. En 1934, précisément, eh bien, entre-temps, Irène a passé à son tour son doctorat, sa thèse, et surtout, Irène va vivre des moments tout à fait exceptionnels. D'abord, en 1934, elle va trouver, en liaison avec son mari, Frédéric Joliot-Curie, également prix Nobel de chimie, elle va trouver donc la radioactivité artificielle et ce sera un des grands bonheurs de Marie Curie, juste avant de mourir, c'est de voir, de découvrir cela. Et d'ailleurs, elle écrira à sa fille Ève, eh bien, qu'elle sait que sa fille aura aussi un prix Nobel, sera aussi lauréate de prix Nobel, ce qui sera le cas un an plus tard. Mais Irène est une inspiratrice pour nous, nous lui devons énormément. Nous lui devons énormément, bon, vous le savez sur le plan scientifique, mais je voudrais, d'autant qu'après-guerre, elle va être la seule femme commissaire à l'énergie atomique en 1945, mais véritablement, Irène est une féministe. Elle a vu sa mère attaquée sur tous les fronts en 1911 pour sa liaison avec Paul Langevin, et elle a été ensuite, elles sont allées en vacances chez une des grandes féministes suffragettes anglaises, qui était elle-même une grande scientifique anglaise. Donc, Irène baigne dans les droits des femmes depuis sa jeunesse. Et c'est ainsi qu'en 1930, que dès 1930, suite au crash boursier de 1929, où nous savons qu'il y a eu énormément de personnes au chômage, mais ce que nous oublions de dire, c'est que pour les femmes, cela a été encore pire que pour le chômage, puisque les femmes ont été priées de rentrer à la maison. Elle va donc se battre pour les droits au travail dès 1930. Elle va continuer les années durant. Elle va enseigner à l'École normale supérieure de jeunes filles pour former les nouvelles générations. Et en 1936, quand Léon Blum arrive et crée le premier gouvernement du Front populaire, il fait appel à 3 femmes, première femme membre du gouvernement, et il fait appel à Irène Joliot-Curie pour être sous-secrétaire d'État à la recherche. Elle accepte très simplement pour d'abord que enfin la France se dote d'une politique nationale de la recherche, et deuxièmement parce qu'elle estime que c'est pour les droits des femmes, c'est fondamental. Elle va rester que 3 mois parce que d'abord, elle n'est pas d'accord avec l'attitude de Léon Blum sur la guerre d'Espagne, sur son non-engagement véritable pendant la guerre d'Espagne, mais surtout parce qu'on lui met tous les bâtons dans les roues. Elle est prix Nobel, membre du gouvernement, son ministre de tutelle, Jean Zay, lui interdit de prendre la parole, ne lui donne pas de bureau. Et donc, je voudrais quand même rappeler que nous avons une femme, en 1936, première femme membre de gouvernement, qui est prix Nobel, membre du gouvernement, et qui n'a pas le droit de vote, car les premières femmes membres du gouvernement n'ont pas le droit de vote. Enfin, je voudrais rajouter simplement que ces 2 femmes ont beaucoup souffert des rayonnements, des radiations. Donc, Marie Curie va décéder à 66 ans, en 1934, mais Irène va décéder elle, en 1956, à 56 ans, c'est-à-dire encore plus jeune, car Irène a été irradiée pendant la Première Guerre mondiale avec les petites Curie, donc elle a eu des chutes de tuberculose, elle a passé son temps à travailler énormément, à être investie, à faire de la recherche toute sa vie, tout en faisant des séjours très longs dans les sanatoriums. Je finirai juste par 2 choses. Je finis juste, Jocelyne, par 2 points. Je voudrais simplement vous rappeler que, normalement, à l'Académie des sciences, et je connais un petit peu cet endroit, à l'Académie des sciences, quand vous êtes prix Nobel, si un homme est prix Nobel et lauréat de prix Nobel, l'année suivante, il est de coutume, ce n'est pas une règle, mais une coutume, il est de coutume que vous soyez élu à l'Académie des sciences. Irène Joliot-Curie
prix Nobel en 1935, s'est présentée une fois avant la Deuxième Guerre mondiale à l'Académie des sciences, elle a été rejetée. Et après, n'oubliant pas que sa mère avait elle-même été rejetée, Irène Joliot-Curie s'est présentée 4 fois à l'Académie des sciences avant sa disparition, entre la fin de la guerre, entre 1945 et 1956. 4 fois, elle a été retoquée. Il va falloir attendre 1979. Alors, je sais qu'on dit qu'il faut attendre 1962 pour la première femme membre de l'Académie. Non, ce n'est pas vrai. C'est membre correspondant de l'Académie des sciences. Ce n'est pas la même chose. La vraie membre part entière de l'Académie des sciences, c'est la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruat, une très grande dame. Eh bien, ça sera en 79, c'est-à-dire 58 ans après la candidature de Marie Curie, oui, et plus de 20 ans après la mort d'Irène Joliot-Curie. Eh bien, voilà, nous leur devons beaucoup. Elles ont continué, elles sont allées jusqu'au bout et nous leur devons encore et elles nous inspirent encore. Merci. Merci beaucoup, Claudine Monteil. Merci pour cet exposé passionnant. Mais je pense que voilà, il faut lire le livre qui permet effectivement de voir plus en détail toute cette fabuleuse épopée, quelque part. Merci. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est malheureusement en 2-3 minutes maximum chacune, nous dire quel serait votre, au-delà des obstacles que vous avez pu rencontrer et du fait que les femmes restent minoritaires dans l'ensemble dans l'ensemble des sciences, hein, selon les sciences, entre 20 et 40% globalement des effectifs et après au niveau des postes, ça dépend, les chercheurs c'est très peu, en astrophysique c'est très peu, en neuropsychologie il y en a plus, mais enfin voilà, donc nous dire les unes et les autres quelle serait pour vous la recommandation que vous feriez dans votre domaine pour aller plus vite et mieux vers l'égalité entre les femmes et les hommes. J'avais prévu, moi je voudrais vous quand même parler de quelque chose de très positif et d'inspirant que nombre d'entre vous connaissez, mais que je suis plus particulièrement, ce sont les femmes mathématiciennes. Il y a une véritable révolution dans le monde qui s'effectue depuis 15 ans en faveur des femmes mathématiciennes qui ont encore bien sûr beaucoup à gagner, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, je dirais des groupes de soutien avec des mentors, ce qu'on appelle en anglais les mentors, c'est-à-dire avec des personnes qui sont comme des préceptrices qui vous soutiennent. Il y a des groupes de prise de conscience, des colloques uniquement femmes, mathématiciennes qui ont lieu aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, de temps à autre, d'abord pour qu'elles constituent des réseaux véritablement très efficaces. Et de cette manière-là aussi, moi, j'ai pu le constater puisque j'ai passé ma vie avec différentes générations de mathématiciens et de mathématiciennes. J'ai constaté que les jeunes mathématiciennes ont beaucoup plus confiance en elles, s'expriment de manière beaucoup plus dynamique et ces 10 dernières années ont été historiques pour les femmes mathématiciennes puisque la première femme, une Iranienne, comme vous le savez, comme vous la connaissez, enfin de nom, j'avais prévu quelque chose là-dessus, mais je ne vais pas vous arrêter là-dessus. Juste pour vous dire qu'il y a donc une Iranienne, Mariam Makhzakami, nous la connaissons toutes, pardonnez-moi. Il y a une Iranienne qui a donc été la première médaille Fields, la première femme médaille Fields, Mariam Mirzakhani, qui, vous le savez, la médaille Fields, c'est pour les meilleurs mathématiciens avant 40 ans. Elle a véritablement révolutionné une partie des mathématiques en mathématiques pures de géométrie algébrique. Elle s'est retrouvée reconnue, la médaille Fields. Et voilà, Mariam Mirzakhani, merci beaucoup Colette Guillopé. Et Mariam Mirzakhani, qui malheureusement est décédée d'un cancer très récemment, il y a 2-3 ans. Elle a été à la fois iranienne, elle a gagné les Olympiades des étudiants, elle a gagné les médailles d'or d'Olympiades des étudiants à Hong Kong, à Séoul, de par le monde. Elle a vraiment eu un parcours absolument exceptionnel.
Et enfin, il a été créé en 2003 un deuxième prix, puisque la médaille Fields, c'est avant 40 ans, le prix Abel, et à 40, et donc le prix Abel, oui, d'un cancer, je viens de le dire, un cancer du sein qui s'est malheureusement généralisé. Elle est décédée à Stanford, où elle était professeure d'université, et où les Iraniens lui ont rendu hommage, ont même publié des photos d'elle sans tchador, et un certain nombre d'universités iraniennes ouvrent des bibliothèques, des amphithéâtres à son nom, et même l'université de Rennes en France a nommé un amphithéâtre de son nom. Et dans le même temps, eh bien, nous avons donc le prix Abel, qui est le deuxième prix. Vous savez, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, et donc le prix Abel, c'est le prix Nobel pour les personnes, les mathématiciens, mathématiciennes plus âgés. Et bien, en 2019, alors, il a été créé en 2003, en 2019, c'est norvégien, c'est donc prix norvégien en mémoire à Abel, qui était un mathématicien norvégien, et donc la première femme, Karen Uhlenbeck, une américaine, très féministe, très active, qui a monté toute sa carrière des groupes de soutien pour les jeunes femmes mathématiciennes. Eh bien, Karen Uhlenbeck a été le premier prix Abel de mathématiques en 2019. C'est-à-dire que nous avons deux femmes, deux figures, et qui, bon, malheureusement, Mariam Makani n'est plus de ce monde, mais la prix Abel, l'américaine Karen Uhlenbeck, qui était professeure au Texas, qui est professeure à Princeton, qui est à l'Institut Einstein, eh bien, Karen Uhlenbeck fait un travail d'action et ça marche, je peux vous le dire. Il y a vraiment quelque chose de positif. Donc, je le dis, les femmes mathématiciennes peuvent nous inspirer. Et n'oublions pas que la première femme à l'Académie des sciences, c'était aussi une mathématicienne. Absolument. Bah, merci beaucoup, Claudine, pour cette note de plus que d'espoir, puisque au niveau des mathématiciennes, ça avance et ça avance bien, d'après vos propos, donc tant mieux. Enfin, d'après tes propos, parce qu'on se tutoie en réalité, donc, mais bon, alors, voilà. tout est réglé pour les mathématiciennes, hein, parce qu'il y en a moins, bien sûr, en pourcentage pour les hommes. Bien. Mais c'est très inspirant pour ces femmes. D'accord. Merci beaucoup, Claudine.